Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix de Miami, disputée sur l'Autodrome international de Miami. Je suis en compagnie de Marc-André Fortin et de François Carignan, un des modérateurs de la Monoplace. Bonjour messieurs. Salut Abdou. Oh, bonjour François. Oui, voilà, là tu peux parler. Salut Abdou, merci de me donner le droit de parole. Ouais, anytime, ça me fait plaisir. Alors, écoute, de toute façon, je vais vous laisser parler après. Vous avoir donné le résultat du Grand Prix de Miami qui, au moment où on enregistre, c'est peut-être encore provisoire, tout dépendamment de comme on peut le voir. Alors, Oscar Piastri remporte ce Grand Prix. C'est une troisième victoire consécutive pour le jeune Australien devant Lando Norris, donc un doublé McLaren, et George Russell complète le podium pour Mercedes. Max Verstappen partait en pole position, termine quatrième. Alex Albon, bon résultat pour Williams en cinquième place. Andrea Kimi Antonelli, sixième avec une pole lors du sprint. Charles Leclerc et Lewis Hamilton, on va en reparler, septième et huitième. Carlos Sainz, neuvième actuellement. Et Yuki Tsunoda, dixième. À noter que Tsunoda a été pénalisé de 5 secondes pour vitesse excessive dans la ligne d'appui et a gardé sa dixième place et le point par 0.168 secondes devant Isaac Hadjar. Donc, très serré dans ce cas-là. Alors, messieurs, c'est une troisième victoire pour Oscar Piastri, mais il faut dire que cette victoire, il est allé la chercher. Marc-André, Verstappen contre Piastri, prise 2, on pourrait dire. Mais cette fois-ci, c'était pas au départ, c'était pendant la course. Ouais, prise 2. Excellente bataille encore une fois pour les deux. Tu vois à quel point c'est deux pilotes qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Piastri n'a pas peur de Max. Max n'a pas peur de Piastri. Ça donne un excellent combat pour les deux pilotes, là. Oui, effectivement. Et vraiment, j'ai bien apprécié la manière dont Piastri et Verstappen nous se sont battus. Ça a été vraiment du pilotage de haut niveau quand même. François, toi, de ton côté, bataille Verstappen-Piastri, c'était déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait à Jeddah. Ouais. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, Max, c'est quelqu'un que si jamais tu veux le dépasser, prépare-toi à travailler. C'est quelqu'un qui, à l'opposé de certains Connor Hellebuck, ne laisse absolument rien passer. Et puis, non, pour vrai, petite référence hockey là, pour ceux qui suivent les séries de la LNH. Bref, je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement agressif en défensive, pousse ses rivaux vers les intérieurs, les extérieurs de virage, là où que c'est inconfortable vraiment de se placer. Lando Norris s'est fait avoir au premier tour. Oscar Piastri, lui, là, ça y a pris quelques fois l'avoir et finalement a réussi à le dépasser et à se sauver assez rapidement parce qu'il voulait rien savoir d'une deuxième bataille avec Max. Donc, on a vu que Lando, ça y a pris un petit peu plus longtemps d'aller chercher Max. Donc, Oscar, lui, a fait son travail. Puis ensuite de ça, là, ça lui a donné une excellente avance de presque 10 secondes, en fait, parce que Max était occupé à défendre sa position, donc perdait beaucoup de temps contre Lando Norris. Donc, pendant un bout de temps, même, on voyait les positions là, 4, 5, 6 se rapprocher tellement que les deux, ça leur coûtait du temps. Et Oscar Piastri, lui, a fait sa petite course à partir de là. Si tu me laisses à deux, j'aime l'instinct de Piastri dans des moments importants comme ça où, tu sais, comme François l'a dit, quand tu veux dépasser Max Verstappen, il faut que tu le travailles. Tu sais, il travaillait vraiment très bien, là. Il s'enlignait pour aller vers l'extérieur. Finalement, il lui concédait
l'extérieur pour j'ai l'impression qu'il a voulu le mélanger un petit peu dans ses différentes attaques pour finalement arriver au bon moment pour l'attaquer comme il souhaitait le faire. C'est vraiment un pilote justement d'instinct. Puis je pense que c'est pour ça que dès le début de l'année, on était en mesure de pratiquement, si Max n'était pas dans la course, de lui donner le championnat parce qu'il y a 4 fois plus d'instinct qu'un Lando Norris. Puis il est encore plus combatif. Tu sais, on va peut-être revenir là, sur Lando plus tard, là, mais quelle combativité quand même chez Piastri. Et effectivement, et justement, ça m'amenait à l'autre point, c'est que on constate la même j'ai constaté deux trucs différents dans la bataille entre Verstappen et Piastri et celle entre Verstappen et Norris. C'est que je pense que Piastri, quand les deux essayent de faire des dépassements par l'extérieur, mais Piastri j'ai plus l'impression que Piastri connaît plus ses limites que Lando parce qu'il sait se rétracter et Max Verstappen est un pilote déjà très difficile à dépasser, mais ne faut jamais essayer de dépasser par l'extérieur parce que Max est capable de bloquer tout de suite en partant et c'est peut-être ça aussi qui a fait en sorte que Oscar a été en mesure de mettre Verstappen à l'erreur au virage 1 lorsqu'il a complété son dépassement, alors que Norris, ça a été un peu plus long et jusqu'à ce qu'il aille vraiment chercher par l'intérieur au virage 11, alors que Norris, lui, il se commet vers l'extérieur, il garde sa position, mais parfois il est obligé de sortir hors piste. Et c'est ça aussi qu'on a vu au départ, même si Verstappen l'a perdu aussi. Ça, c'est bien correct, mais c'est du hard racing. Et j'ai plus l'impression que Oscar a saisi ça plus rapidement que Norris. François? Ah, donc, ouais, je trouve, un peu comme j'ai dit, ça a pris plus de temps à Lando. Le fait aussi que peut-être se retrouver pour quelques tours là, avant de rejoindre Max Verstappen, se retrouver un petit peu dans l'air sale, peut-être fait en sorte que ses pneus ont un peu chauffé à un certain moment donné, fait que tu sais, avait peut-être des pneus dans une condition moins optimale quand est venu le temps de commencer à attaquer. La piste, il y a tellement plu dans les derniers jours que tu sais, la piste était pas très très grippy là, je m'excuse du terme de l'anglicisme. Mais ça apparaissait, là, on voyait souvent, surtout virage 1 et 2, on voyait souvent des micro-corrections de plusieurs pilotes qui essayaient d'aller chercher un peu de la traction en sortie de virage. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas quand tu essaies de dépasser. C'est une des bonnes places dans le circuit, le virage 1. L'épingle, fin du 3e secteur. C'est pas mal les deux meilleures places pour dépasser. On a vu quand même Lando Norris faire un dépassement sublime sur George Russell. Je pense que c'est au virage 4, là, à l'entrée du virage 4. Ouais. Ça, c'est culotté. Donc, tu sais, il est capable de dépasser, je pense vraiment juste que, tu sais, Lando, il sait qu'est-ce qui arrive quand tu te bats avec Max puis que tu lui donnes pas son espace. Max, c'est sa mentalité, c'est get out of my way or crash. Tu sais? Fait que, il te donne pas un pouce. Si jamais tu y vas pas d'un move parfait, si jamais c'est juste à moitié bien exécuté, ça passera pas. Tu sais? Fait que je trouve un petit peu que Lando, autant, c'est un gars que je pense que dans ses meilleures courses, a une vitesse de pointe qui est phénoménale. C'est quelqu'un qui sur un tour peut être le plus rapide, sans aucun doute. Oscar est en train de démontrer là déjà, malgré son jeune âge, que d'un point de vue là, le coffre à outils est plus rempli que Lando Norris. Effectivement. Et d'autant plus aussi que malgré tout ça, et malgré aussi le fait que après ce départ, Norris s'est retrouvé en 6e place, Marc-André,
le Britannique a été en mesure de revenir en action. François a mentionné ce magnifique dépassement de Norris à l'endroit de Russell. Mais quand même, force est de constater que la McLaren était sur une autre planète. Déjà, les deux McLaren se sont retrouvés à plus de 30 secondes d'avance sur George Russell, qui est troisième au moment où on enregistre cet épisode. Je vous expliquerai pourquoi c'est encore en suspens. Mais la McLaren était vraiment au niveau cette fin de semaine à Miami. Tout à fait. On l'a rapidement constaté. De toute façon, Max l'avait dit aussi, je pense, tout de suite après la qualification. Il était comme si on gagne, ça va être un petit peu de la chance, là, parce que les McLaren sont beaucoup trop fortes pour nous. Max est capable d'aller chercher la surprise sur un tour. On va le voir toute l'année, ça. Là. Max va réussir à surprendre tout le monde, va avoir la pole malgré qu'il n'a pas la meilleure voiture. Mais en course, il n'est pas capable de tenir. Même s'il a tout le talent du monde, sa voiture est vraiment pas assez bonne pour tenir les McLaren. Puis on l'a observé. Rien à enlever à Lando Norris, mais ça aurait pris vraiment quelque chose, vraiment un moindre talent là, pour pas réussir à remonter la pente avec cette voiture aujourd'hui, parce que il y a personne qui accote les McLaren. Je suis même en train de me demander si la voiture est pas aussi bonne que les Red Bull dans les dernières années. Est-ce que c'est Max faisant en sorte de réussir à aller chercher le 20 secondes de plus, tu sais, alors que ses coéquipiers n'étaient pas nécessairement capables, il n'y a pas nécessairement eu de grands coéquipiers. On s'entend que le duo Norris-Piastri est assez bon. Mais vraiment, cette voiture-là, aujourd'hui, elle était vraiment à point. Mais tu sais, c'est pas rien. Je pense que les Ferrari et Red Bull s'attendent quand même que McLaren baisse de régime au cours des prochaines semaines, prochains mois. Fait que ça aussi, ça va être quelque chose à surveiller dans les prochaines semaines et prochains mois. À quel point la McLaren va se modifier ou pas durant les prochains Grands Prix. Si je peux rajouter là par rapport au fait que Max disait que les McLaren étaient clairement plus rapides. Si jamais on regarde sur ceux qui connaissent l'application Multiviewer pour la F1, qui est vraiment un superbe outil pour ceux qui aiment plus regarder les statistiques, les temps vraiment en détail. Si jamais on regarde en qualification hier, si jamais on met les 3 meilleurs secteurs de Q1, Q2, Q3 des deux pilotes McLaren, si jamais les deux avaient eu un tour optimal, ça aurait été Lando Norris en pole et Oscar Piastri deuxième par une bonne coche sur Max Verstappen. Fait que tu sais, les deux pilotes n'ont pas réussi un tour parfait en Q3. Max est capable d'aller chercher ce tour parfait-là presque semaine après semaine. Fait que c'est ça en ce moment qui fait en sorte que tu sais, il réussit quand même à aller voler quelques points ici et là au McLaren. Bon, pas ce week-end, les McLaren ont eu des 1 et 2 là, et en sprint et en course, mais c'est ça qui va faire en sorte qu'il va se maintenir cette saison. Il est capable d'aller clutcher ce tour-là en Q3 quand ça compte. Ouais. Et aussi, je vous ai envoyé le lien de l'image, mais il y a Formula Data Analysis qui fait beaucoup de visualisation technique sur les réseaux sociaux, puis il est bien calé en plus. Il a fait en course, McLaren était plus rapide en moyenne 60 points, presque 7 dixièmes sur la Red Bull. En plus, en troisième, c'était Mercedes et Williams. Donc, vraiment, c'est plus d'une demi-seconde plus rapide en course sur Red Bull pour McLaren. Donc, il y avait rien à dire. La McLaren était juste ultra compétitive, et ce qui rend le tour de Max en qualification vraiment impressionnant, et encore plus celle de Andrea Kimi Antonelli en sprint. Mais en course, les McLaren étaient juste dominantes, et même
malgré la petite excursion de Norris au départ, ben tout simplement, ça allait se terminer en doublé. Et je dois dire quand même pour Max, parce on va passer tout de suite à Red Bull et à Max Verstappen, ça a vraiment été dommage qu'ils finissent quatrième. Bon, la raison pour laquelle je dis que présentement le podium de Russell pourrait être temporaire, c'est parce que Red Bull a soumis un protest à l'endroit de la FIA concernant le fait que George Russell n'aurait pas ralenti suffisamment sous les drapeaux jaunes, vraisemblablement lors de la voiture de sécurité virtuelle, la première avec Oliver Burman. Donc, ça reste à voir si la FIA va prendre note de tout ça, si elle va accepter. Mais Verstappen s'en allait en temps normal sur un podium, mais la voiture de sécurité virtuelle a joué en sa défaveur, comme l'année dernière. Mais cette fois-ci, c'était pas pour la victoire, c'était pour la 3e place lorsque Russell a réalisé cet arrêt au puits lors de la voiture de sécurité virtuelle. Alors, et ensuite, Verstappen n'a jamais été en mesure de rattraper le pilote britannique de la Mercedes. Donc, Marc-André, c'est plus, est-ce que, je dirais, dans les circonstances, c'est dommage parce qu'il voulait le podium, mais je ne pense pas que la victoire était de mise. Pas du tout, pas du tout. Puis ce qu'on constate également, je pense, de semaine en semaine, c'est que Max va plutôt se battre peut-être, et c'est dommage de le dire ainsi, en tout cas pour moi, va probablement se battre pour une 3e place au classement général plutôt que sur une 1re et 2e place. On va voir comment la saison va se dérouler, mais c'est effectivement dommage mais tu sais, ça y a tellement avantagé souvent cette fameuse voiture de sécurité en raison de la dégradation des pneus de Red Bull qui se faisait très tardivement habituellement. Il était en mesure souvent d'être l'un des derniers à changer ses pneus, faisant en sorte souvent qu'il était avantagé par cette voiture de sécurité par l'effet même. Donc, c'est dommage, mais ça fait partie de la course. Chose que je veux émettre également, c'est tu sais, quand on parle de Max, on dit, bon, il est très bon en dépassement, il est très bon en défense, il fait des tours quasi parfaits avec ses voitures. Mais ce que j'aime beaucoup, beaucoup de Max, c'est qu'il est attentif à tous les petits détails durant une fin de semaine. Puis pourquoi le protège de Red Bull existe aujourd'hui, et on sait pas, là. Peut-être qu'il n'y a rien non plus, peut-être que Red Bull vont pas avoir gain de cause. Mais pourquoi il y a un protège en ce moment qui est émis par Red Bull? C'est l'attention des petits détails de Max, de dire hey, il a peut-être pas ralenti comme il fallait, ce George. Puis on se souviendra qu'il avait fait le même coup à Lando Norris, je crois que c'était à la 2e course de la saison. Lando avait pas suffisamment ralenti et il avait été pénalisé finalement. Donc, des fois, c'est pas grand-chose, mais tu vois, ça pourrait lui donner la victoire. Puis, probablement que des fois, peut-être qu'il y a des pilotes qui ralentissent pas suffisamment, mais que personne ne remarque. Et Max est attentif à ces petits détails-là. Puis c'est ça que je pense qui fait en sorte que j'apprécie encore plus son talent. C'est lui, même s'il est dans sa course puis qu'il doit faire tout comme il faut, surtout cette année avec cette voiture, il lâche aucun détail. Et François, quand même, il faut dire aussi que Verstappen, sa défense sur Lando Norris a permis aussi à Oscar Piastri de remporter cette course parce que le temps que Piastri a eu pour justement prendre du galon, ben Norris en a arraché et Verstappen a trouvé tous les moyens d'aller se défendre et Piastri a eu le temps de s'éloigner. Oui, parce que du moment que l'anneau est passé devant Verstappen, il était légèrement plus rapide qu'Oscar. Vraiment là, de façon minime. Là, il gagnait peut-être 2 dixièmes par tour au maximum. Il y a un certain temps là, que c'était un petit peu plus. Là, vers la fin, c'était peut-être plus un tiers de seconde et
et quelques partours. Mais tu sais, je veux dire, de façon générale, le score, je pense qu'elle est pas à son plein rythme. Puis Lando non plus, non, je pense pas là. Tu sais, Lando, je pense que c'est plus rapproché d'un coup qu'il se passait quelque chose en avant, voulait pas se retrouver dans une mauvaise posture, soit si jamais devait s'arrêter ou quoi que ce soit, ou si jamais avait une pénalité de 5 secondes pour à quelqu'un d'autre autour. Là. Tu sais, mais il était pas vraiment sous pression quelconque. Je trouve quand même que tu sais, c'est vraiment pas tout le monde qui est capable d'une telle défense. Max, tu sais, plaçait très souvent sa voiture juste à la limite dans les, tu sais, se plaçait juste un petit peu vers l'intérieur en arrivant à un virage, prenait son virage plus large pour que ça soit difficile pour son rival de reprendre sa ligne, tu sais. C'était à la limite du circuit en sortant du virage 1, virage 2. Tu sais, c'est comme ça que lui course. Il course de façon, tu sais, il sort ses épaules au lieu de tu sais, je pense qu'il sait que sa voiture ne lui permet pas de se battre avec de la vitesse. Fait que tu sais, c'est une forme d'intelligence qu'il a. Mais je pense quand même que la Red Bull semble se replacer, s'améliorer. Quand même, je trouve Plancher qui a fait du bien, je pense. Hein? Le nouveau plancher Oui. a fait du bien, je crois. Il y a certains secteurs dans lesquels Red Bull commence à être compétitif avec McLaren. Donc ça, c'est quand même positif pour eux. Je sais pas si jamais la voiture est encore aussi difficile à conduire, mais au moins en termes de chrono, ça semble pas trop pire. Je pense que Mercedes s'en vient aussi. Non seulement en raison de la voiture, mais à cause des pilotes. Mercedes, c'est si jamais ils peuvent avoir un bon upgrade ou deux, là, watch out. Ben, justement, parlons de Mercedes parce que ça a été un bon week-end dans l'ensemble, incluant le sprint. Andrea Kimi Antonelli a obtenu la pole position du sprint, même si, bon, on dit c'est le plus jeune, mais on se battra pas là-dessus aujourd'hui, cette fin de semaine. Mais très malchanceux lors du sprint avec le contact avec Max Verstappen dans la ligne d'appui qui a été causée par Red Bull. En course, beaucoup plus distant. À un moment donné, il était à une même longueur de Max Verstappen pour se battre pour les commandes de la course, mais ensuite, McLaren est arrivé et tout simplement, je crois que le rythme de course n'était pas là tout simplement. George Russell, comme je l'ai dit, a maximisé ses chances avec la voiture de sécurité virtuelle qui lui a donné cette 3e place. Bon, pour l'instant, mais quand même, je pense que ça a été un peu plus difficile en course pour Antonelli plutôt que pour Russell. Et je pense que là-dessus, ça c'était encore un problème avec le niveau d'usure de pneus ou tout simplement le rythme qui n'était pas là comparé au sprint, mais encore là, c'était sur une course sur piste mouillée. Donc, Marc-André, qu'as-tu pensé de la course de Antonelli? Quand même bien. Je trouve que, encore une fois, c'est un pilote. Si je parlais d'un pilote avec un bon instinct avec Piastri, je donnerais les mêmes qualificatifs à Antonelli. Je trouve qu'il est intelligent dans ses tours, puis dans sa manière d'approcher ses virages. Puis ça lui donne cette microseconde, ou du moins ces micro 10 mètres et tout ça qu'on peut aller chercher. Puis tu sais, encore là, je pense qu'il a été très, très, très malchanceux, là. Je veux dire, il a été pris longtemps derrière des pilotes. Je pense que effectivement, le rythme de course était pas optimal pour lui. Et surtout, je pense que la dégradation des pneus qui semblait soutenue, bien qu'il ne s'est pas plaint. On pouvait voir quand même une bonne ligne parfois sur ses pneus.
dans les dernières années, ça a souvent été un problème pour Mercedes. Ça ne semble pas être réglé de ce côté-là. Puis je sens que Antonelli doit travailler avec ça. Russell doit travailler avec ça. Puis en ce moment, c'est certain que l'expérience de Russell fait en sorte qu'il est peut-être mieux capable de gérer cette aptitude-là. Cette aptitude-là est peut-être mieux chez Russell et ça lui donne des performances peut-être plus, je dirais, constantes. Mais j'ai l'impression qu'Antonelli est peut-être pas si loin de réussir à aller chercher cette constance-là à ce niveau-là. Là. Moi, il m'impressionne beaucoup, beaucoup. Je dirais pas que j'étais un hater au début de la saison, mais j'étais l'un de ceux qui se gardaient une certaine réserve. Et je dois dire qu'en ce moment, il dépasse mes propres les propres attentes que j'avais mis assez basses à son endroit. Merci beaucoup, Marc-André. François, toi, de ton côté, la course d'Antonelli, qu'as-tu pensé de celle du jeune Italien? Mais je trouve vraiment que hier, on parle de la course d'aujourd'hui, là, mais je veux juste revenir sur hier, il a été extrêmement malchanceux. Parce que selon moi, là, hier, le sprint, si jamais c'était pas du fait qu'il a dû passer 2 fois dans les puits, moi, je pense que si jamais il gagnait pas, il terminait 2e, puis il perd pas beaucoup. Il a été extrêmement malchanceux et au départ et dans les puits. Puis malgré ça, il se tenait très, très bien. Hier, on a vu que quand la dégradation des pneus n'est pas trop un problème, ce pilote-là est rapide et incisif. Il y a déjà un coup de volant là, parmi les meilleurs. Il va y avoir beaucoup d'apprentissage à faire d'un point de vue comme défense, d'un point de vue où attaquer, quand attaquer. Quand est-ce que c'est le temps de mettre toute la gomme, justement, là, de quand est-ce que c'est correct d'user ses pneus un peu plus. Mais on a vu hier là, les signes d'un futur pilote dominant, selon moi. Les premiers signes vraiment convaincants. Et vendredi avec la pole, là, je veux dire, le gars a fait 60 minutes de pratique. Il a jamais conduit sur la piste, puis t'amènes ça en pole. Avec une voiture qui n'est pas la meilleure sur le circuit, c'était fantastique. Mais aujourd'hui, un petit peu plus compliqué. Je pense aussi que il y avait beaucoup de facteurs inconnus. Là, la pluie qui semblait s'en venir ici et là. Est-ce que ça a peut-être un peu déconcentré? Est-ce que ça a un peu comme chamboulé sa stratégie? Lui, est-ce qu'à ce moment-là, il s'est dit, bon, ben, si jamais, admettons, qu'on va avoir de la pluie entre le 14 et 18e tour, est-ce que je peux plus user mes pneus tout de suite? Est-ce que je peux en soutirer un peu plus? Je sais pas en tant que tel comment est-ce que ça s'est vu de son côté, mais je lui donne vraiment le bénéfice du doute. Il a quand même terminé 6e, si je me trompe pas. Devant, selon moi, des pilotes qui sont tous meilleurs que lui. C'était ça, 6e, je pense? Ouais, 6e. Fait que tu sais, il y a rien de gênant du tout dans ces performances-là. Puis, ça fait c'est sa 6e course en F1. Je veux dire, le kid a 18 ans. Ça va être terrible. À 20 ans, va être un monstre. Écoute, il y a le même genre de parcours qu'Oscar Piastri a eu quand c'est arrivé, mais Piastri avait 22 ans, si je ne me trompe pas, 21, 22 ans. Puis, tu sais, avec une voiture... À peu près. Ouais. Avec une voiture un petit peu meilleure que celle qui était McLaren quand c'est arrivé. Mais disons là qu'on va comparer... Moi, je vais comparer Antonelli, disons, dans ses 5 à 10 dernières courses de la saison avec Piastri de ses 5 à 10 dernières courses de sa première saison. C'est là qu'on va voir un petit peu quel genre de pilote qu'on a, parce que d'après moi, la Mercedes, si tout va bien, va se retrouver à peu près au même niveau de compétitivité que la McLaren à la fin de sa première saison. J'ai hâte de voir ça et surtout le niveau de maturité d'Antonelli. Pour un pilote de 18 ans, c'est déjà extraordinaire. Et à ses courses. Ouais. À ses courses en plus. On va passer maintenant... Oh God! On va parler de Ferrari. Bon, on relance où? Oh boy.
Déjà, mettre en contexte. Déjà, au moins, Lewis Hamilton a sauvé un peu la mise avec une 3e place dans ce chaos. Charles Leclerc a malheureusement tapé le mur sur son tour de reconnaissance. Heureusement, pas de sa faute. C'est la voiture qui a fait de l'aquaplanage. En qualification très compliquée, 8e pour Leclerc, 12e pour Hamilton. En course, au moins, Hamilton a été en mesure de se battre, rester un petit peu trop longtemps derrière la Haas de Esteban Ocon. Mais ce qui a retenu l'attention, ce sont les commentaires de Hamilton durant la course. Et juste pour vous donner une idée, je pense, et je l'ai mis aussi sur les réseaux sociaux, j'ai dit, pour moi, le pilote du jour devrait être Lewis Hamilton, juste à cause de ses commentaires à la radio, lorsque venait le temps d'effectuer un changement de position avec Charles Leclerc, la demande justement pour aller chercher Antonelli et se débarrasser de Carlos Sainz qui était derrière. Oh boy! Et ensuite, bon, il y a eu Hamilton qui a dit, est-ce que vous avez une pause de thé, un tea break? Et lorsque Ricardo Adami, l'ingénieur de piste d'Hamilton, a dit que Sainz était à 1.4, il lui a dit, est-ce que vous voulez que je le laisse passer aussi de manière sarcastique? Alors, c'était bon l'ambiance, c'était un Lewis qui était vraiment frustré. Et je sais que c'est tellement facile de bâcher, de se moquer de Ferrari. Et là-dessus, avec raison, parce que, soyons honnêtes, cette équipe est vraiment très passive au niveau des communications radio. Mais c'est triste à voir aussi pour Lewis. Et puis, écoute, je veux dire, en au-dessus d'une décennie chez Mercedes, j'ai jamais entendu Lewis Hamilton aussi dépassé par son écurie. J'ai jamais entendu répondre ce genre d'affaires-là à Bono. Ou si jamais c'est arrivé, là, ça se compte sur les doigts d'une main des fois. Là. Très peu. Tu vois là, qu'il rentre dans un... Tu sais, c'est un peu comme... Je le vois un petit peu comme quelqu'un qui change de job, qui aimait sa job, blablabla, puis tout, mais qui s'est dit, hey, regarde, je vais essayer de quoi d'autre, blablabla. Tu sais, ça fait longtemps que je fais ce rôle-là ici. Tu sais, il y a plus vraiment j'ai plus vraiment autre chose à apprendre. Puis là, tu t'en vas dans une autre compagnie. Puis là, tu vois que c'est géré tout croche. T'es habitué à une compagnie qui marche droit, tu sais, qui est bien fort, que les gens sont bien formés, que tout le monde tout le monde fait son rôle. Il y a de bonnes communications entre les départements. Puis là, tu rentres dans un start-up ou une PME, que genre, tout le monde fait un peu de n'importe quoi. Là, t'es comme, mais voilà, non, c'est quoi qui se passe ici, là? Puis j'ai l'impression que c'est ça, Lewis Hamilton, en ce moment. Il est juste en train de réaliser que Mercedes est une machine bien huilée, puis que Ferrari se cherche, puis que Fred Vasseur, il est arrivé avec l'objectif justement de faire du ménage dans Ferrari, et il a vraiment pas terminé. Je pense que c'est très, très clair là, que, tu sais, pour un pilote avec des aussi hautes attentes que Lewis Hamilton, je pense qu'il est en train de réaliser, OK, dans quoi est-ce que je viens de m'embarquer? Et aussi, pour passer la parole à Marc-André, justement parlant de Frédéric Vasseur, après la course, il a dit que, en gros, on a fait une bonne job. OK. On a fait une bonne job. Oui, OK. La consigne d'équipe en tant que telle a été respectée, mais le fait que ça a pris du temps pour l'exécuter, et ça a failli mal virer parce que dans le dernier tour, Hamilton et Sainz se sont touchés sans dommage et sans pénalité parce que il n'y a eu aucune action, pas de pénalité, rien, nada. Mais quand même, je trouve que de dire que vous avez fait une bonne job, oui, au moins la consigne d'équipe a été respectée, mais crime que ça a été long.
Marc-André. Oh. Je crois qu'on a perdu Marc-André. Donc, en attendant, François... Par rapport à ça, le dernier move, je trouvais que c'était un peu... le dive bomb de Carlos Sainz, c'était un peu un move de go-kart. Là. Oui. Je pense que c'était très, très, très désespéré. Heureusement, les deux sont rendus au fil d'arrivée. Il n'y a pas de mal. Mais ça aurait pu... si jamais les deux roues se touchaient, les roues des deux voitures, ça aurait pu être un petit quelque chose, ça. Mais bon, regarde, c'était plus un fait divers qu'autre chose, vu le résultat limité. Mais je trouve que honnêtement, là aussi, le fait que les Williams, qui on regarde il y a 5-6 ans, c'était une équipe qui ramassait les points moins de 10 par année. Ouais. Puis qu'aujourd'hui, finalement, avec les bonnes ressources, avec un team principal qui est extrêmement intelligent, patient, qui sait mettre les bonnes priorités aux bonnes places, les bons outils, tu sais, se débarrasser des Excel, des choses de même comme on a vu l'an dernier. Mais tu sais, juste, tu sais, de rendre cette équipe-là, cette écurie-là, au standard d'aujourd'hui, avec 2 pilotes compétents. Pas juste un qui fait toute la job comme Albon, ça a été le cas dans les dernières années. Finalement, on voit Williams recommencer à briller. Puis tu sais, je pense qu'il n'y a personne dans le fond de son cœur qui déteste Williams. Je pense que tout le monde est heureux de voir cette équipe-là revenir à un niveau compétitif. C'est sûr que là, bon, à ce moment-là, quand ils vont commencer à se battre pour des podiums, là, le monde va recommencer un peu à moins les aimer, là. Mais c'est une belle histoire que cette écurie-là. Je suis content pour les pilotes, je suis content pour la famille Williams, même si jamais ils ont vendu, je suis content que le nom de l'écurie aussi demeure et puis regagne un peu de son lustre. Je voulais juste mentionner ça par rapport au fait justement que Ferrari se battait avec cette écurie-là toute la course. Ben justement, c'est bien que tu parles de Williams parce que c'est justement le prochain sujet. Tu sais, quand je parlais du rythme de course de Williams, exceptionnel aujourd'hui, en termes de rythme, selon Formula Data Analysis, la 4e meilleure voiture en termes de rythme est presque au même niveau de rythme que les Mercedes. Donc déjà, juste savoir, par exemple, Albon était à 7 dixièmes derrière Piastri en termes de temps moyen et Sainz 870 centièmes de Piastri, alors qu'ils étaient presque au même niveau que les Mercedes, qui en général ont quand même un bon rythme de course. C'est très impressionnant. Et il y a eu pas surtout... qu'il était dans le trafic une bonne partie de la course, là. Fait que en plus, t'as pas ton meilleur, tu fais pas tes tours les plus clean, t'as pas toujours ta ligne de course idéale, t'as du dirty air. Tu sais, le vrai, là, en air libre, c'est peut-être un petit peu moins que ça, là, disons une couple de dixièmes de moins, là. Et en plus de ça, il y a eu la consigne d'équipe Alex Albon qui a dépassé Carlos Sainz durant la course. Et il y a eu la communication radio qui disait de garder les positions. Sauf que, bon, on ne sait pas si c'était avant le dépassement d'Albon ou après. Mais je pense que quand j'ai regardé l'après-course sur la chaîne YouTube de la Formule 1, il disait que je pense que c'était après qu'ils aient dit on garde les positions. Mais si ça a été dit avant le dépassement, je crois que on s'est donné raison à Albon, puis j'ai aussi hâte d'entendre ceci que le débriefing chez Williams que chez Ferrari. Bon, plus Ferrari en ce moment parce que c'est le fun. Mais j'aimerais aussi avoir celui de Williams parce que ça aussi, c'est un move qui a
vraiment changer le cours de la course. Et peut-être même, bon, je sais que F1 TV, pendant la retransmission, parlait de euh, peut-être Albon qui allait, s'il dépassait, s'il était proche de Verstappen, il pouvait aller chercher Russell ou inversement pour aller se battre pour le podium, mais je ne pense pas que ils avaient le rythme pour justement se battre pour le podium. Mais 5e dans l'ensemble, c'est une victoire en soi pour l'équipe. Pour Carlos Sainz aussi, un bon rythme de course, mais un peu plus un peu plus à la renverse aussi, à la rame aussi, mais a été son principal défi, c'était son ancienne équipe Ferrari. Ouais. Mais regarde, je veux dire, c'était le genre de résultat-là, l'an dernier, il aurait sorti des bouteilles de champagne. Là. Ah oui, oui, oui. Puis ça aurait été un résultat qui se serait produit 1 ou 2 fois par année. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est une écurie qui s'en va vers ça comme un standard. Tu sais, comme je dirais, le Formula B. Je pense que Formula One, Formula A, t'as le McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari quand la machine est bien réglée, disons. Puis ensuite de ça, tu sais, tu tombes vraiment dans une autre catégorie avec Williams, Haas, Alpine, Racing Bulls. Puis ensuite de ça, t'as Aston Martin, puis t'as Sauber dans Formula C. Ouais, je trouve quand même, je vais te dire quand même, Lance Stroll, encore une fois, récolte des points. Ouais. Écoute, pas aujourd'hui, il était dernier, mais dernier parmi ceux qui a fini, mais hier, là, chapeau. Il s'est gardé le nez propre. Rien à redire là-dessus. Mais, écoute, Fernando Alonso, absolument méconnaissable. Je pense honnêtement là, que ça achève pour lui. Là. On va en revenir, là, mais je voudrais rien dire par rapport à Williams. Là. Se retrouve aujourd'hui, là où Aston Martin et Sauber se retrouvaient. Il y a 2-3 ans, là, c'était ça Williams. Fait que le turnaround a été vraiment fantastique. Non, vraiment, je suis très content de l'ensemble de ce que Williams a fait déjà au cours de la saison, mais là, évidemment, c'est à voir si Carlos Sainz pourra en garder sa 9e place, parce que oui, il y a eu l'enquête sur ce petit contact en fin de course avec Lewis Hamilton, mais il est aussi sous enquête pour avoir supposément pas assez ralenti sous les drapeaux jaunes, mais de toute façon, si jamais c'est à 5 ou 10 secondes, il va garder sa 9e place de toute manière, puisqu'il était à 14 secondes de Yuki Tsunoda. Fait que, en principe, à moins que ce soit une pénalité de drive-thru, parce que c'est quand même ralentir sur des drapeaux jaunes, c'est une priorité quand même. Avant Norris au 14, hein? Ouais. Fait que ça peut faire mal, mais enfin, on verra qu'est-ce qu'il adviendra, mais quand même, bonne course de la part des deux Williams. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, Sainz commence à prendre ses aides. Ouais. Albon a déjà 30 points, là. Ah oui. Hein? Albon est vraiment, c'est clairement le leader actuel. Ouais, parce qu'il est habitué. Je pense que c'est vraiment ça, là, tu sais. Je pense qu'on va commencer à avoir un Carlos Sainz qui va un peu plus la côté course après course. Moi, je te dirais, à partir de Silverstone, dans ce coin-là, quand on va embarquer au beau milieu de la saison européenne, on va commencer, je pense, à avoir un petit peu plus Carlos Sainz soutirer le maximum de sa voiture. Parce qu'il y a encore des petits moments ici et là. Exact. Puis j'ai envie de terminer, parce que à part ça, il n'y a pas eu grand chose à dire, mais je vais parler de Jack Doohan parce que déjà là, bon, il y a eu un sponsor de Franco Colapinto qui a parlé durant la semaine. Je sais pas si c'était pareil. T'as pas entendu? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, apparemment, c'est selon ce qui a été rapporté dans une dans une réunion, ben pas dans une réunion, mais dans une entrevue, un des sponsors de Franco Colapinto a laissé sous-entendre, soit par erreur, que Colapinto devrait rouler à Imola, qui est le prochain Grand Prix. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas si c'est que pour la FP1 ou est-ce que c'est vraiment les carottes sont cuites pour Doohan, parce qu'on sait que on sait que tu signes pas Colapinto à long terme pour le mettre comme pilote de réserve, d'autant plus avec un Mercado Libre, un des gros sponsors en Argentine qui a signé avec Alpine. Tu le laisses pas là. Ouais. Et surtout la course de Doohan qui a même pas duré. C'était pas de sa faute, là, je veux dire. Puis a eu c'est une très bonne qualification, c'est qualifié de Jean Gasly. Là. C'est pas le week-end pour le mettre dehors, là, je trouve. En tout cas, pas la course pour le mettre dehors. Mais tu sais, Jack Doohan a dit j'ai un contrat pour 1 an, toute la saison. Tu sais, je veux dire, ça appartient à Alpine de faire ce qu'ils en veulent. Mais en même temps, est-ce qu'il mérite? Tu sais, c'est parce que est-ce qu'il mérite de poursuivre sa place en F1? Si jamais je regarde à quel point certains pilotes ont contre-performé dans les dernières années, je regarde Sergio Perez, je regarde des Mazepin, je regarde des Schumacher, blablabla, tu sais, des pilotes vraiment là, qui mettaient plus qui créaient plus de problèmes qu'en réglaient, si on veut, ou qui coûtaient plus cher à les réquérir. C'est pas le cas de Doohan, mais en même temps, est-ce que il va chercher des points pour l'écurie? Est-ce qu'il fait avancer l'écurie? Non. Fait que tu sais, t'es comme dans une situation que genre, il fait juste assez pour pas être un problème, mais il aide pas la cause. Non. Puis, en même temps, c'est parce que j'ai aussi l'impression que là, Doohan fait bien. Je disais ça à mon ami, Doohan, c'est à la moyenne. Écoute, au Bahreïn, il a bien fait. Ça a été sa première partie de Grand Prix a été vraiment bonne. Et là, on disait, là, c'est vraiment le moment où il va pouvoir marquer des points. Puis là, la deuxième partie commence à être brouillon ici et là, se prend une pénalité de temps. Fait que ça a été un Doohan en 2 temps sur un circuit qu'il connaît. Et en plus de ça, où il a testé justement. Donc, là-dessus, je veux bien croire que c'est aussi une recrue, mais sur un circuit qu'il connaissait déjà, c'était un peu moins pardonnable que les autres. Puis comme tu l'as dit, à Miami, aujourd'hui, c'est pas de sa faute. Je pense que c'était vraiment d'abord un incident de course où Lawson qui a fermé un peu trop la porte. On va en parler de lui d'ailleurs, là, mais vas-y, continue. Là. Mais quand même, en même temps, puis je vais finir là-dessus, c'est Alpine. La communication d'Alpine, sa communication est aussi bonne qu'un baiser de la mort. Je veux juste terminer là-dessus. Mais c'est à prendre ou à laisser. Tu parlais de Liam Lawson, là, j'aimerais que... Oui. Saint-Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? Ouais, il y a rien qui marche. Ouais. Ben, écoute, je pense qu'avec la pénalité d'Albon, je pense qu'il a marqué un point. Non? Je pense que c'est Gasly. Ouais. Non. Parce qu'il y a eu... Lawson était 12e, là. Ah oui, parce qu'il a été impliqué c'est vrai, il a été impliqué dans l'accrochage avec Fernando Alonso dans le sprint. My bad. Mais écoute, moi, je pense que c'était une grosse erreur de Red Bull de l'avoir mis dans le baquet trop vite. Je sais et j'ai louangé le niveau d'adaptation de Lawson dans toutes les catégories où il a été. Mais en Formule 1, on s'entend, c'est un sport ruthless. Très ruthless. Mais, tu sais, il a démontré qu'il avait de la performance, qu'il avait de la compétence, qu'il avait du talent. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe cette année? On aurait dit là, que je ne sais pas si jamais lui, là, pendant l'entre-saison,
Il a pris ça relax, il s'est dit « I made it. Je suis dans la grosse voiture. La vie est belle. » Je pense honnêtement pas que ce soit son genre. C'est quand même quelqu'un qui a une drive puis tout, puis tu sais, qui a une confiance en lui. Puis je pense pas que c'est quelqu'un qui va s'asseoir sur ses succès. Mais on dirait vraiment là, de la façon qu'a commencé la saison, là, c'est comme jamais, il n'y avait aucune préparation qui avait été faite. C'est tout croche. Même aux essais pré-saison, c'était pas fameux. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là. Red Bull. Ouais. Est-ce que tu attends encore pour voir à quel point est-ce que il est capable de se placer? Parce que je veux dire, bon, au moins dans les 2 dernières courses, il était proche des points. En Arabie Saoudite, il était 12e. Blablabla. Tu sais, mais c'est pas... c'est pas facile. C'est pas fameux, là. Puis, non. Je veux dire, Isaac Hadjar, là, est en train de le dominer. Oui. Même pas proche. Ouais. Mais écoute, la saison est longue. On a déjà fait une bonne partie. Je pense qu'on a fait le quart de la saison. Il en reste encore trois autres pour se redresser. Peut-être qu'il va avoir des améliorations sur la voiture qui vont le rendre plus à l'aise, mais le retour se passe un peu moins que prévu pour le pauvre Liam Lawson. Ouais. En passant, aujourd'hui, il n'a pas fini, là, mais au sprint, il a fini 13e. Fait que pas de points encore une fois ce week-end. Fait qu'il est toujours à 0. Ouais, fait que 13e au sprint, puis aujourd'hui, non classé 17e. Exact. Donc, c'est ce qui complète ce tour d'horizon du Grand Prix de Miami dans ce volet Formule 1. Je vais vous donner le classement alors que juste avant que je vous donne les trucs, on a eu une nouvelle concernant Pierre Gasly et le fait qu'il était sous enquête pour ne pas avoir ralenti sur un drapeau jaune agité. Ben, il a reçu un avertissement et je pense que, à moins de circonstances plus atténuantes, Carlos Sainz, ça devrait être le même. Je viens de recevoir j'ai reçu le document. Il y a de cela quelques instants, mais toujours rien au niveau de la protestation pour de Red Bull à propos de George Russell. Encore moins pour l'incident avec Carlos Sainz sur le drapeau jaune. Ouais. Donc, voici le classement des pilotes en Formule 1. Oscar Piastri reste toujours en tête avec 131 points, suivi de Lando Norris avec 115. Max Verstappen est à 99. George Russell, 4e avec 93. Charles Leclerc est 5e avec 53 points. Andrea Kimi Antonelli, 6e avec 48. Lewis Hamilton, 7e avec 41. Alex Albon, 8e avec 30 points. Et en 9e et 10e place, Esteban Ocon et Lance Stroll, respectivement avec 14 points. Et au classement des constructeurs, McLaren est toujours en tête et suffisamment même avec 246 points. Mercedes est 2e avec 141. Red Bull est 3e avec 105. Ferrari 4e avec 94. Williams, 5e avec 37 points. Haas est 6e avec 20 points. Aston Martin, 7e avec 14. Racing Bulls avec 8. Le point de Pierre Gasly au sprint d'hier fait en sorte que Alpine est maintenant devant Sauber avec 7 contre 6. Et le prochain Grand Prix, c'est en Europe, en Italie, pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et on va terminer avec le résultat de la F1 Academy qui avait lieu à Miami cette fin de semaine. On a eu droit à une course plutôt que deux. D'abord, la course 1, Dorian Pain a gagné devant Alisha Palmowski et Chloé Chambers. C'est votre podium. Maya Veug est 4e. Nina Gedman, 5e. Aurelia Nobles, 6e. Tina Hausman, 7e. Rafaela Ferreira, 8e.
Courtney Crone 9e, Ilya Block 10e. À noter que le top 8 marque des points puisqu'il s'agissait de la course 1 avec grille inversée. Et malheureusement, la course 2 qui avait eu lieu dimanche en après-midi a été reportée à cause de la forte pluie qui s'est abattue à Miami. Et on dit reportée et non annulée. Cependant, Chloe Chambers, comme elle a obtenu la pole position, obtient 2 points. Donc, ça, c'est clair et net. Le classement des pilotes, je vais vous le donner. Alors, avec la course 1, Maya Veuve est toujours en tête avec 64 points. Mais attention, Dorian Pain est à 1 point de la pilote qui représente Ferrari. Chloe Chambers est 3e avec 55 points. Alicia Palmowski est 4e avec 44 points et Alba Larson qui roule avec les couleurs de Tommy Hilfiger est 5e avec 28 points. Et la prochaine épreuve, c'est ici même à Montréal du 13 au 15 juin. Et il est fort à parier qu'avec la course qui a été reportée, peut-être qu'il y aura 3 courses à Montréal plutôt que 2, parce que dans le passé, c'est ce qui s'était produit avec au Qatar, si je me souviens bien, avec un problème. Ils ne courseront pas demain matin, là. Ils ne courseront pas demain matin à Miami sans personne. Puis non, c'est ça. C'est ça. C'est pas comme en Amérique du Nord où c'est possible d'avoir une course le lundi. D'ailleurs, je me souviens en Champ Car en 2006 à Montréal, ils avaient fait ça, une course le lundi. Je pense que c'était en 2006. Il y avait eu trop de pluie, puis la course avait été reportée. C'est un peu plus compliqué là dans un cas où tu es dans un surtout dans un circuit avec des commissaires de piste. Il faut que tu aies du monde de la FIA. Faut que tu sais, il y a des centaines et des centaines de personnes qu'il faut qu'ils soient là, même si jamais tu courses en public. C'est un petit peu différent que juste reporter un match de la Ligue nationale où tu as un building puis que tu n'as rien à réorganiser, là. Exact. Ça, c'est différent et surtout, c'est un championnat du monde. Fait que ça, c'est une autre chose avec toute la logistique qui est derrière. C'est un peu plus compliqué. Et juste avant de clore cet épisode, je confirme que Carlos Sainz a reçu un avertissement. Ça vient de rentrer. Donc, avertissement pour cette histoire de drapeau jaune. Rien sur notre ami George? Non. Toujours rien pour le moment, donc ça va être probablement fait en post-production. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Nous sommes disponibles sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Apple Podcasts, YouTube aussi. Et nous sommes aussi sur Facebook, Blue Sky, Threads et Instagram @le bulletin GP, et sans oublier évidemment le groupe Facebook La Monoplace que François, Julien Légaré-Turcotte, son frère Émile, Carl, Anna-Maria et moi-même gérons. Donc, vous pouvez venir discuter de Formule 1, de tout et de rien sans problème. Et évidemment, le prochain après-course, ce sera lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, probablement le dernier à Imola. Je dis fort probablement. François, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour l'invitation, Abdou. Et on remercie Marc-André Fortin qui, malheureusement, pour des problèmes techniques, nous a dû quitter l'épisode un peu plus tôt. Mais mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP. Salut tout le monde!